Salut mes Nakamas, c'est le Doc, j'espère que vous allez bien. Bonne année déjà pour ceux qui n'ont pas encore vu mes vidéos depuis le début d'année, ceux qui ne font que suivre justement mes critiques analyses d'épisodes. Justement, j'ai complètement zappé de faire la critique analyse de l'épisode 819 et je vais profiter que l'épisode 820 vient de sortir parce que ces deux épisodes en un sens vont très très bien ensemble. Cette vidéo va être comme toutes les autres critiques analyses que j'ai fait, c'est-à-dire que j'ai un plan mais je vais parler tranquillou, donc installez-vous, mettez-vous tranquille, même à la rigueur, faites quelque chose à côté, il n'y aura pas d'image, il n'y aura pas de visuel de l'anime qui vont être mis ici, donc mettez-vous bien peinard parce qu'on va parler de ces deux épisodes qui ont été vraiment très très, je dirais pas importants, mais qui ont été très très bien réalisés et qui apportent un plus au niveau de One Piece et viennent me réconforter dans la vision que j'ai de l'anime, c'est-à-dire que c'est un parfait complément au manga et j'irais même plus loin, c'est-à-dire qu'il deviendrait presque nécessaire pour comprendre la globalité de One Piece. Dans ces deux épisodes, on a eu énormément d'informations, on a eu énormément de choses qui ont été montrées qui n'étaient pas dans le manga. C'est-à-dire que quand j'ai fait mes recherches pour justement faire la critique de ces épisodes, quand j'ai vu les épisodes, je me suis dit mais putain, il y a plein de choses qui ont été rajoutées, mais est-ce que c'est logique? D'ailleurs, il y avait eu aussi un petit problème par rapport à une attaque de Luffy, c'est-à-dire que Luffy fait un Hawk Gatling, je crois que c'est ça, et en face on a l'un des frères d'Opéra qui bloque l'attaque, et en plus le frère d'Opéra qui bloque l'attaque, ce n'est pas le même frère qu'il y a dans le manga. C'est-à-dire qu'on a appris dans un SBS que Opéra fait partie de quintuplé. D'ailleurs on en avait vu d'autres dans des épisodes précédents quand ils sont justement au niveau de la plaine. Et là je me suis dit mais est-ce que c'est logique qu'on ait ça alors que ça n'a pas été montré dans le manga? Donc j'ai fait mes recherches et il s'avère que depuis quelques années, Ichiro Oda donne des notes à la Toei pour que la Toei fasse des choses dans l'anime. C'est-à-dire que Ichiro Oda, il l'avait expliqué dans un interview dernièrement, c'est-à-dire qu'il a énormément d'idées qui sont en tête, il les met sur papier, mais malheureusement, par rapport au rythme qu'il doit maintenir au niveau de ces chapitres, et surtout de pouvoir terminer One Piece avant 10, 12, voire même 15 ans, il faut qu'il se restreigne. Et en plus, faut savoir que pour ceux qui ne font que suivre l'anime, je vais vous dire quelque chose sur le manga mais je vais pas vous spoiler. C'est-à-dire que nous, qui lisons le manga, on a vu une annonce fin 2016 où il avait dit à la fin 2017, il y aura l'apparition de Wano Kuni. Et en fin 2017, on n'est toujours pas arrivé à Wano Kuni, on est toujours sur Toadland et Toadland va peut-être aussi continuer pour au moins le premier trimestre, voire même le premier semestre au niveau de cette année 2018. C'est-à-dire que Ichiro Oda, même lui, se laisse emporter par tout l'univers de One Piece et par la vie. J'en avais parlé d'ailleurs dans une critique analyse, dans une vidéo que j'avais faite sur justement 2017 et 2018. Il se laisse un petit peu emporter et même s'il se restreint, il ajoute toujours des trucs. Et l'anime justement est là pour apporter des choses en plus que Ichiro Oda n'a pas le temps de mettre dans le manga. Je sais pas si vous suivez un petit peu le truc. On a quoi dans ces exemples? On a par exemple le fait, c'est tout con, mais le fait que Nami regarde un mec qui a une salopette et qu'après elle mette la salopette, ça c'est mis que dans une petite case, et ça c'est des trucs qui ont été rajoutés. Le combat qu'il y a justement avec le deuxième frère, eh bien ça montre que Luffy a une perte de puissance parce que il fait un Red Hawk Gatling sur le mec il a une armure il fait un haki de l'armement en mode défensif et il arrive à parer les coups alors que ce coup là avait été utilisé contre Doflamingo et tu voyais que Doflamingo avait ressenti quand même l'impact du coup, et là tu te dis mais putain c'est pas normal, il y a une gestion de la puissance qui est totalement différente du manga, sauf que non, ce passage là est vraiment mis en place pour montrer que Luffy est hyper faible. C'est-à-dire que
Ça fait plus de 24 heures qu'il combat, il a presque pas mangé depuis qu'il est arrivé sur l'île, hein. Il y a eu tout le combat justement avec Crackers bien avant, et là il est totalement affaibli, et ça c'est quelque chose qui est montré. L'autre chose aussi qu'on a, et qui est vraiment très très bien, c'est-à-dire que dans le manga, à un moment, quand il y a Mama, Big Mom qui prend Brook et qui le caresse, on voit à côté Prométhée, et Prométhée se met comment ça s'appelle, un pansement au niveau de sa joue, et on se dit mais comment il a été blessé, et là on voit justement l'attaque de Brook. On a vu aussi toutes les attaques qu'il y a contre Big Mom, et c'est vrai que dans la critique analyse de l'épisode de 818, j'avais dit qu'il y avait quelque chose qui me sérénait, c'est-à-dire qu'on ne sentait pas la puissance de Big Mom contre Brook, et en un sens c'était normal, et vous me l'avez dit dans les commentaires, c'est parce que Big Mom est intéressée par Brook vu qu'il est en squelette et qu'elle collectionne les trucs complètement farfelus. Elle veut avoir toutes les créatures qui existent au niveau de One Piece, et justement elle essaye de pas trop forcer sur Brook, et on voit quand même Brook, il s'en prend plein la tête. Il y a aussi une hype qui est créée au niveau de Brook, c'est-à-dire que Brook, quand on le voit combattre contre Big Mom, on voit qu'il arrive à faire une attaque finale, et l'attaque vient juste se mettre sur Big Mom. Il arrive même pas à l'entailler, alors qu'il a entaillé le Prométhée juste avant. On voit aussi les attaques de Prométhée, on voit aussi les attaques électriques qu'il y a sur Brook, et pour ceux qui suivent le manga, eh bien vous comprenez ce qui se passe dans les derniers chapitres, hein, l'éclair et Brook, il y a tout un... C'est ça qui est vraiment excellent. C'est-à-dire que l'anime est vraiment fait pour ceux... C'est-à-dire qu'il a deux lectures. C'est exactement comme Pixar. C'est-à-dire que quand tu regardes Pixar, t'as l'enfant qui va regarder le film d'animation Pixar et qui va le prendre au pied de la lettre. Il va prendre le truc et c'est tout. Et après, t'as le papa ou la maman qui est avec, les parents, qui eux, par rapport à leur vécu, par rapport à toutes les références qu'ils ont au niveau de la vie, vont avoir une deuxième lecture du film de Pixar. Et bien là, au niveau de l'animation, c'est exactement pareil. C'est-à-dire que ceux qui ne suivent pas le manga vont découvrir l'anime, et ça peut être génial parce qu'ils sont surpris par exemple de Jinbei, comment il arrive, des certains dialogues qu'il a, alors que ceux qui ont lu le manga et qui savent ce qui va se passer après, eh bien ils voient quelques petits clins d'œil, et ça c'est vraiment excellent parce que c'est une sorte de redécouverte de l'œuvre. Et ce qui est vraiment excellent là-dessus, c'est que moi, quand je fais la critique analyse de l'épisode, je vais regarder comment était le manga à l'époque, et justement on a aussi tous les jeux qui ont été mis par Ichiro Oda à l'époque au niveau du manga, pour nous induire en erreur sur les futures vérités qui vont apparaître. Et ça c'est vraiment excellent. L'autre truc qui m'a énormément surpris et que je me rappelais plus à l'époque, c'est tout simplement le traitement qu'il y a au niveau de Pudding. Big Mom s'inquiète que Brook... D'ailleurs Brook il a été... ouais, je fais ça ça part un petit peu en live, un petit peu dans tous les sens. C'est-à-dire que les soldats vont fouiller Brook pour voir s'il a fait une copie du Road Poneglyph, et on voit que Big Mom est vachement inquiète par rapport à ça, parce qu'elle dit qu'il ne faut pas qu'il y ait de copie qui est faite, parce qu'elle veut être la seule à atteindre Raftel. Parce que quelqu'un a déjà été à Raftel. Là on parle justement de Goldie Roger, et elle dit bien que elle s'est fait arnaquer par Goldie Roger. C'est-à-dire que Goldie Roger a dû venir voir Big Mom, a dû lire le poneglyphe, et grâce au pouvoir qu'il avait, qu'elle ne connaissait pas à l'époque, le fait de pouvoir lire dans toute chose, eh bien il a pu atteindre Raftel. Et elle, Big Mom, maintenant, elle sait qu'elle doit lire les rots de poneglyph pour pouvoir y aller, et on ne sait pas si les gens sont au courant que Robin a cette capacité. Bah, si on l'a su par rapport à Nekomamushi, où Inuarashi l'avait dit justement à Luffy en disant fais attention parce que Robin va être énormément recherché pour cette faculté. Mais on sait que Big Mom, elle, a déjà travaillé là-dessus, parce qu'elle pense que le fait que Pudding ait les 3 yeux va lui permettre d'éveiller un pouvoir qui va lui permettre de lire toute chose. Ça voudrait dire que d'autres personnes ont peut-être aussi conscience de ce pouvoir, et peut-être que la tribu aux 3 yeux va être utilisée, va être mis en place plus tard. Putain, là il y a un petit truc qui est venu, et ce qui est vraiment intéressant, c'est que Big Mom dit bien que si Pudding n'a pas cette faculté
de pouvoir lire toute chose, de pouvoir éveiller son troisième œil, eh bien elle n'est seulement qu'une ignoble petite fille. Et ça, encore une fois, ça a toute son importance quand on voit ce qui va se passer plus tard. Encore une fois, il y a des choses ici qui sont là, moi franchement, quand j'ai lu quand j'ai regardé l'épisode, ça m'a fait, mais quand j'ai regardé l'épisode, j'étais super heureux. Pareil, le combat entre Tamago et puis Pedro, oui, je vais y arriver, c'était vraiment excellent. C'était bien animé, c'était bien dessiné, c'était hyper agréable à regarder. Et il y a toute cette évolution de Tamago qui est présentée, qu'on a très très peu dans le manga. Et je trouve que ça, c'est vraiment excellent, parce que si 2018 se termine, enfin si 2018 continue comme il a commencé au niveau de l'animation, on va avoir des super épisodes qui vont arriver. J'ai fait une petite projection de savoir, à savoir combien il va y avoir d'épisodes, et on est toujours dans le quota à peu près un épisode égale un chapitre, enfin un chapitre et demi, voire même 2 chapitres. On va arriver sur la fin de l'année à des trucs qui vont être absolument phénoménales. On a le flashback aussi de Senji qui est complètement excellent, et on voit que tout a été fait à l'intérieur du ventre de la mère de Senji, c'est-à-dire Sora, et on voit quand même que Reiju, elle a été modifiée après. Parce que les modifications qu'il y a eu sur les 3 premiers frères, c'est-à-dire Ichiji, Niji et aussi Yunji, ont été faits intra-utérus. Je sais pas si ça se dit in-utérus, je sais plus c'est quoi le terme exact. Et le but, c'était d'enlever, c'était de modifier génétiquement pour qu'ils aient une peau dure, pour qu'ils aient des os hyper solides en acier, mais qui perdent cette humanité qui aurait permis aux frères d'avoir des états d'âme sur l'utilisation de leur pouvoir. Chose qu'ils n'ont pas, parce qu'ils sont vraiment des très très gros cons. Sauf que Senji, lui, a gardé toute la bonté de sa mère. Et là, on voit vraiment un gros parallèle, enfin une grosse différence qu'il y a entre le père Jaji et la mère Sora. On voit que si elle a continué à vivre, et si elle a été heureuse, Sora, c'est grâce à Senji, et que Senji a vraiment toute cette bonté en lui. Et on comprend aussi pourquoi il a fait certains choix. Par exemple, au niveau de Punk Hazard, pourquoi il a cherché à reconstituer Kinemon, pourquoi il a cherché à sauver Kenjuro, pourquoi il a été quand même aussi proche de Kinemon, pourquoi quand il y avait le poison, pourquoi il voulait autant aider les mecs de la marine. Et bien tout simplement parce que Senji, au fond de lui, est quelqu'un de bon, et c'est d'autant plus important qu'on comprend la douleur du sacrifice qui a été mis en place, de rejeter, de taper son capitaine, de faire mal son capitaine, et de projeter cette souffrance sur Nami, d'avoir fait mal à Nami. Quand tu vois Nami qui lui fout une baffe, c'est vraiment horrible. Et quand on voit aussi le visage de Nami qui ressemble énormément au visage de Sora, tu peux comprendre encore plus comment il a souffert. Et là, quand il parle justement à sa sœur et qu'il comprend dans la merde dans laquelle il est, il comprend que le sacrifice qu'il a mis en place n'a servi absolument à rien. Et là, on a une mise en place du réveil de Senji qui va vraiment être très très bon. L'autre chose aussi que j'ai beaucoup aimé, c'est le petit parallèle qu'il y a eu dans le petit dialogue entre Jinbei et Luffy, c'est-à-dire que Jinbei le voit et lui dit bien la première fois qu'on s'est rencontrés, c'était dans une prison, et c'est toi qui m'as libéré de la prison. Et bien là maintenant c'est à moi de te libérer de la prison. Là il y a vraiment, il y a encore une fois, il y a des belles symboliques qui se mettent en place. Le fait de voir que le livre est aussi solide, parce que même lui avec son attaque il n'a pas réussi à l'éclater, et là il envoie le feu, et le feu, il y avait une symbolique autour du feu que je ne me rappelle plus. Oui, c'est ça, c'est que Nami quand elle se met un moment à genoux, elle dit putain ça me rappelle quelque chose, c'est justement le fait que le gâteau, rappelez-vous quand ils étaient sur Little Garden,
ils étaient emprisonnés sur un gâteau de cire et ils ont dû mettre le feu au gâteau de cire pour pouvoir s'échapper. Et là, vous voyez, il y a toujours ces petites allusions qui sont montrées, qui sont vraiment excellentes. Alors oui, il y a eu aussi du fanservice quand tu vois Nami qui est à genoux par terre, puis qu'on voit qu'elle a une poitrine hyper développée, mais c'est mis ici, mais c'est pas trop accentué après. C'est-à-dire qu'après, une fois qu'elle met la salopette, ça se voit plus, puis on est parti. On n'est pas dans du fairy boobs. Il y a un très bon traitement. Et encore une fois, le fait de dire qu'il y a deux lectures comme au Japon, c'est-à-dire pour l'enfant et après pour l'adulte, le petit côté où on voit Nami avec des habits brûlés, ça on l'avait vu dans le manga qui était bien sympa, et bien de le revoir ici, ça nous fait sourire quand on relit à nouveau le manga. Et quand on voit certaines choses qu'il va y avoir plus tard, on se dit qu'il va encore y avoir du petit boobs quelque part. Enfin bref, tout ça pour vous dire que il y a eu énormément de plaisir à regarder l'anime, et j'aimerais beaucoup que cette année, beaucoup de personnes qui ont craché sur l'anime reviennent vers l'anime et comprennent toute la logique qu'il y a derrière, tout le plaisir qui est mis en place, toute cette nouvelle lecture que les gens peuvent avoir. Et voilà, je pense qu'on a fait le tour. J'espère que vous aussi vous aurez apprécié cet épisode. Si c'est le cas, n'hésitez pas à dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Pareil, défoncez la bouche de ce putain de pouce bleu comme Jinbei, comme Luffy a défoncé le frère d'Opéra. Et nous, comme d'habitude, on se dit à bientôt. Et n'oubliez pas, le principal, One Piece, c'est la vie. Allez, salut mes Nakamas.